Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve pour l'épisode 4 de notre saison 2. On introduit tout de suite le contexte, comme ça on n'oublie pas. Nous sommes au moment de l'enregistrement le jeudi soir du 10 mars 2022 et vous entendrez, si tout se passe bien, l'émission le lundi 14. On a autour de cette table virtuelle, comme vous vous en doutez, une fine équipe un peu différente de d'habitude, mais je la présente juste après notre générique. À tout de suite. Et donc nous revoici pour ce nouvel épisode avec une équipe un peu différente de d'habitude. Pourtant, on reste avec les mêmes, ceux qui nous ont accompagnés durant toute la saison. Mon cher Tom, je vais t'appeler comme ça ce soir, vous allez voir pourquoi. Comment vas-tu ? Eh ben bien, merci, très bien même. On est dans une fine équipe ce soir, ça fait plaisir. Merci à toi Simon. Et toi, comment vas-tu surtout? Bah écoute, ça va bien, un poil fatigué, mais très heureux de vous retrouver. Nous avons également avec nous ce soir le grand retour pour un deuxième épisode de François. Comment ça va François ? Bonsoir tout le monde, et ben ça va bien, je suis bien content de revenir avec vous pour ce second épisode. Bah merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être là avec nous ce soir, l'honneur carrément. Si j'ai appelé le cher Thomas Tom ce soir, c'est parce que nous avons un homonyme avec nous. Donc ça sera plus simple de cette manière-là, vous pourrez vous-même les reconnaître et nous, pour se passer la parole, ça sera beaucoup moins galère. Avec nous donc ce soir, Thomas. Comment vas-tu Thomas pour ta première émission Odyssée ? Bonsoir Simon, bonsoir Tom, bonsoir François. Ça va très bien. Je suis très content de faire partie de cette aventure au lycée et j'ai hâte tout simplement de commencer cette émission. Première émission Odyssée et première émission GMT aussi au final. Si je me trompe pas, tu n'en Oui. as pas fait d'autres avant. Non, effectivement, non, je n'ai pas fait d'autres d'émissions de radio tout court, donc c'est vraiment une première expérience. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et je pense que je suis même persuadé que tout va très bien se passer. Écoute, très content de t'accueillir avec nous. Une autre nouvelle recrue, pour qui je crois, si je ne me trompe pas, c'est aussi la première émission de radio, c'est notre cher Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Eh non, malheureusement, c'est ma deuxième émission. Ah, bah oui, c'est Et vrai, tu as oui, fait partie de la dernière émission de notre chère table de mixage chérie. oui, C'est vrai. la dernière pour ses adieux. Elle buguait un peu, mais on a réussi à faire une dernière émission, mais elle a rendu l'âme, malheureusement. Et donc, oui, je suis un néophyte dans cette émission, mais aussi un néophyte dans tout ce qui est le domaine spatial. Donc, j'espère apprendre beaucoup, mais aussi rajouter ma petite touche personnelle. J'ai cru comprendre en off quand même que t'avais, il se dit néophyte, mais il connaît quand même un petit peu les bases, disons. Mais c'est vrai que tu as eu la chance de faire une émission avec la guerre des écrans, notre cher président. Si jamais il nous écoute, respect robustesse. Donc voilà l'équipe que nous avons pour ce soir. On va directement commencer par la première partie, comme d'habitude, sur des actualités. Forcément, malheureusement, le contexte est un peu particulier. Depuis notre dernière émission, il y a quand même eu quelques troubles mondiaux, enfin européens, voire mondiaux, qui ont pris part dans l'est de l'Europe, qui vont forcément impacter un petit peu nos sujets. Je vais donc passer la parole directement à Thomas, qui nous a préparé un petit point sur les bouleversements, pas uniquement humains, qui touchent aussi bien sûr le domaine industriel et donc spatial. Et je crois que quelques programmes scientifiques en ont pâti. Je te laisse nous en dire un peu plus, mon cher Thomas. Merci Simon. Oui, comme tu l'as évoqué, donc le contexte que nous connaissons aujourd'hui est assez délicat avec la guerre en Ukraine qui a commencé le 24 février dernier et qui a impacté dans de nombreux domaines dans notre monde actuel, en particulier scientifique, avec les multiples sanctions qui ont été prises contre la Russie, notamment financières, qui ont entraîné de nombreux contre-coups sur les programmes spatiaux et en particulier les programmes spatiaux européens. Donc pour illustrer ce vent de panique qui se passe actuellement dans le programme spatial européen en général, j'ai décidé de prendre deux exemples. Le premier, c'est la mission ExoMars. Donc, pour rappel, c'est une mission un programme qui avait été débuté le 14 mars 2016 par l'Agence spatiale européenne et annoncé en grande pompe avec l'Agence spatiale russe Roscosmos, avec l'envoi du rover européen Rosalind Franklin
pour tout simplement chercher des traces de possibles traces de vie sur la planète rouge. Ce programme avait déjà été reporté à de nombreuses reprises, notamment avec des problèmes par problèmes financiers, et il était prévu pour 2022 le lancement officiel de cette mission, puisque tous les voyants étaient quasiment ouverts pour lancer le rover. Malheureusement, avec l'arrêt de la collaboration entre les Européens et les Russes, la mission qui se chiffrait déjà à plusieurs milliards d'euros se retrouve sans lanceur ni atterrisseur, rendant peu probable le lancement de cette mission cette année, et donc par conséquent un nouveau retard qui pourrait sonner le glas, selon certaines personnes de l'ESA, de ce programme qui ne verrait peut-être jamais le jour. Autre conséquence qui n'est pas directement liée à un programme, mais qui pourrait impacter fortement l'actualité spatiale, c'est évidemment le cas de l'ISS, qui a une orbite qui est relativement basse et qui a tendance à tomber lentement sur la Terre, mais qui est corrigée par des vaisseaux russes pour corriger cette trajectoire, une situation qui pourrait malheureusement changer pour le directeur de l'agence spatiale russe, qui a dit dans un tweet assez sanglant que si les sanctions envers la Russie n'étaient pas enlevées, les vaisseaux russes ne rempliraient plus le travail qu'ils font actuellement et qui sait, voire malheureusement l'ISS tomber sur Terre. On ne sait pas où, bien évidemment. Une période assez compliquée qui montre que l'espace ne passe pas entre les gouttes malheureusement et qui peut avoir de grosses conséquences dans les années, voire dans les mois plutôt et les années à venir, si la situation malheureusement ne s'améliore pas. Bah, tu viens d'évoquer quand même pas mal de sujets que je pense la plupart d'entre nous ont pu voir passer, mais merci pour les précisions. Déjà pour ExoMars, c'est vrai que, comme tu l'as dit, le lancement paraît très peu probable, selon les mots même de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Mais pour autant, toi tu as vu des sources qui étaient entre guillemets catégoriques sur le fait que ce programme n'aurait pas lieu, enfin pourrait vraiment être abandonné. Parce que forcément les gens étaient très, très réticents, prenaient beaucoup de précautions, mais il est quand même vachement avancé. Le rover Rosalind Franklin est quasiment complet, si ce n'est même prêt à être envoyé, donc je sais pas. Personnellement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis qu'ils vont essayer de trouver une alternative pour le lancer, et aussi bien sûr la question d'atterrisseur là par contre reste très très préoccupante. Mais toi, les sources que tu avais parlaient d'un éventuel abandon, disons. Dans ce que j'ai pu analyser, les personnes qui travaillent à l'ESA étaient assez pessimistes dans la mesure où les principaux éléments qui avaient été construits donc, pour cette mission commençaient déjà à vieillir, et donc par conséquent, ça allait être compliqué de lancer cette mission. D'autre part, est-ce que la question qui se pose aussi, c'est est-ce que l'ESA serait-elle capable de mettre plus d'argent dans cette mission et donc pour couvrir un nouveau retard et donc attendre un peu plus longtemps pour lancer cette mission. D'autre part, j'ai vu, donc il y a ce côté-là, bien sûr. De l'autre côté, c'est la manière la plus pessimiste, c'est-à-dire carrément, malheureusement, abandonner ce projet, puisque ce nouveau retard coûte énormément d'argent, et ce retard coûte énormément d'argent, et donc certaines personnes de l'ESA, d'après ce que j'ai pu lire, d'après des renseignements que j'ai pu trouver, se tourneraient peut-être vers un nouveau projet, et malheureusement abandonner celui-ci, du fait donc déjà du retard qui a été pris et de la situation actuelle. Mais après, bien évidemment, si la situation s'améliore, il n'y a pas de raison pour que ce programme s'arrête d'aussitôt. Enfin, pour faire un lien rapide, après je laisserai les gars réagir si jamais vous le souhaitez, mais comme tu l'as dit, c'est suite à des annonces du chef, disons, de l'agence spatiale russe, qui quand même, il faut le dire, a commencé à légèrement péter un plomb, il n'y a pas d'autre mot hein, sur Twitter. On peut regarder la couleur de ces derniers tweets, même plus récents que ce que tu évoquais. Ça devient du grand n'importe quoi, et les balles fusent à tout va, donc j'ai bien peur, comme tu le disais, que en tout cas cette collaboration avec le côté russe ne reprenne pas de sitôt, et ça puisse impacter vraiment énormément de programmes, plus que ce qu'on en pense et ce qu'on en sait pour le moment. Mais bon, vous les gars, concernant peut-être ExoMars ou l'ISS, vous avez vu passer l'info ou un avis particulier, ou on enchaîne? Moi, alors ExoMars, j'avais un peu suivi
aussi quelques articles, mais c'était l'ISS parce que ça a fait quand même beaucoup de bruit quand ça a été tweeté, quand ça a été dit, parce que aussi il y avait le contexte qui était autour, qui était qui touchait plus facilement, on va dire, la sphère du grand public. Mais c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui, enfin, si on regarde l'actualité en ce moment, les Russes disent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais plus quel ambassadeur ou ministre a dit non, non, nous n'avons pas attaqué l'Ukraine il y a de ça moins de 24 heures. Donc bon, après c'est vrai qu'ExoMars, par contre, pour le coup, ça je trouve ça plus, on va dire, plus lourd de sens au niveau du spatial, j'entends bien sûr. Donc ouais, je pense que c'est à suivre d'assez près quand même. Je sais pas ce que vous autres en avez pensé. Bah, surtout comme conclusion, on peut trouver dommage que la situation actuelle, que la science surtout, la recherche, bon, on est tous d'accord qui est pour nous, fondamentale. Ça, des conflits comme cela, ça n'arrive pas à continuer dans ces conditions et on se dit que vu la situation actuelle et que ça risque pas de s'améliorer de sitôt, peut-être même d'empirer au fur et à mesure des années, ça n'annonce pas de bonnes choses finalement. Ouais, François, je serais curieux rapidement, sans te prendre au piège, disons, de voir toi comment tu t'as analysé les quelques infos qu'on a eues. Est-ce que tu avais vu passer les suspicions, disons, d'abord d'annulation du programme ExoMars qui se sont transformées en vraies informations malheureusement, et aussi concernant l'ISS et Dmitri Rogozin. Alors pour ExoMars, de ce que j'ai pu lire, moi, le directeur général de l'ESA a dit que c'était devenu très improbable que la mission ExoMars puisse être lancée le 28 février. Ça ne présage pas grand-chose de bon de ce côté-là. En ce qui concerne l'ISS, alors les nouvelles du côté russe sont inquiétantes. Il me semble qu'il y a eu quand même beaucoup de réponses de l'autre côté, notamment du côté de SpaceX, pour dire qu'il y avait des moyens de compenser le retrait russe. C'est surtout, voilà, une vraie transformation des équilibres et des coopérations. Malheureusement, je me demande dans quelle mesure elles vont pas être durables. Bah, comme tu l'évoques, c'est vrai que SpaceX, il y a eu une réponse forcément du fameux Elon Musk sur Twitter, qui a juste mis une photo où Dimitri Rogozin disait comment vous allez faire sans nous, et il a juste mis une photo avec écrit SpaceX. Alors c'est plus compliqué que ça parce que dans les faits, les vaisseaux habités et cargo, donc Dragon et Crew Dragon, ou Crew Dragon pour les anglicistes, ne sont pas équipés pour rehausser l'ISS, en tout cas pas pour le moment. Donc si avec des modifications qui sont quand même pas anodines du tout, hein, qui sont des modifications majeures éventuelles, il pourrait être en mesure de le faire, mais à partir de quand, pour quel coût, etc. Si jamais les menaces de Roscosmos étaient vraiment mises à exécution, bah là faudrait trouver une alternative, disons, et c'est vrai que Crew Dragon pourrait en être une. Il y en a d'autres, les vaisseaux Cygnus par exemple, qui ont été évoqués, mais qui pour l'instant ne sont pas aussi faits pour ça. Donc c'est quand même inquiétant. C'est pas pour autant définitif si jamais les Russes se retirent, imaginons. Alors se retirent, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on rappelle que la moitié de la station a été fabriquée par les Russes avec des modules russes. Hein. Donc voilà, on pourra y revenir peut-être plus tard, mais c'est quand même des actualités qui malheureusement font un peu froid dans le dos sur plein de points. Hugo, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, excuse-moi? Oui, non, ça montre, bon, dire le spatial, ça a toujours été, on va dire, politisé, même si ça se veut scientifique et neutre, et cetera. Mais quand on voit Dimitri, Rogozin, être à la tête, de Roscosmos, on voit qu'il y a une politisation, on va dire, de ce domaine-là de plus en plus forte. Quand on se dit comment une personne comme ça, bon, on sait que c'était un très proche de Poutine, on peut se demander comment il est toujours à son poste, à l'heure actuelle avec toutes les déclarations qu'il fait, il n'est pas alors que c'est dans un domaine qui prône la coopération entre les États et on voit qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres. Ouais, c'est sûr. Enfin, après, bon, comme tu le dis, on le sait très bien que c'est un proche de Poutine, militaire de formation, etc. Bon, après, on ne sait pas comment ces idéologies sont partagées au sein de Roscosmos, disons, mais bon, c'est sûr qu'un domaine comme le spatial doit se faire par entente internationale, sinon ça ne fonctionne pas. La preuve étant l'ISS. Donc, on espère que on pourra garder un semblant de décision adulte et humaine, disons, pour au moins préserver la science. Mais
pour enchaîner, disons, sur d'autres impacts qu'ont pu avoir les activités spatiales dues à cette crise en Ukraine. Pour lancer des missions, on a aussi besoin de lanceurs. Thomas l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Et ils ont été nombreux à être clairement impactés par la crise, en commençant par les 2 lanceurs, donc Antares américain et Vega européen, qui voient une partie de leur fusée, disons, ou en tout cas de leur moteur construit en Ukraine. Alors dans une usine, alors je vais m'y tenter, mais moi je dirais UMash, mais je pense bien que la prononciation est absolument exécrable, mais c'est une usine qui est située dans le côté est de l'Ukraine, donc qui a malheureusement été très vite touchée par l'invasion russe. Et donc cette usine en question produit donc le moteur du premier étage de la fusée Antares et le moteur du 4e et dernier étage de la fusée Vega, si je dis pas de bêtises, qui donc pourrait être... pour l'instant on a assez peu d'informations, on sait juste que l'usine est entière en toute logique et que les employés vont bien, c'est déjà la principale nouvelle, mais on se doute que pour la production, même s'ils doivent avoir un petit peu d'avance, ça pourrait poser de très gros problèmes. Clouer Antares au sol très clairement parce que le moteur du premier étage est central. Vega, ça deviendrait très compliqué aussi, même si une nouvelle version est étudiée, plus puissante, elle pourrait être également impactée. Donc là on est sur du conditionnel, on sait juste que la ville dans laquelle se situe l'entreprise et l'usine ont été annexées, disons, par la Russie, en tout cas pour le moment. Et ce n'est pas les seuls lanceurs impactés, bien entendu, malheureusement, j'ai envie de dire. Très vite, on a également eu des nouvelles de la fusée Soyouz, j'ai envie de dire, cette fois-ci, parce qu'on la qualifie souvent comme ça, en Guyane, qui avait un partenariat donc avec l'Agence spatiale européenne et française, pour lancer donc des fusées Soyouz russes, bien entendu, sur le sol de la Guyane française, qui a été remise en question dès les premiers jours donc de la guerre en Ukraine. Le 26 février, la nouvelle tombait, les Russes se retiraient de la Guyane française et donc interdisait de ce fait, ou en tout cas ne permettait pas le lancement de fusées Soyouz depuis le port spatial français en Guyane. Et donc c'est une grosse perte quand même, parce que c'était un lanceur qui fonctionnait très bien pour des satellites géostationnaires, en particulier de communication, etc., mais pas que. Et donc tous les ingénieurs russes sont retournés au pays sur demande de Roscosmos, ce qui impacte grandement les campagnes de lancement en Guyane. Et pas que, parce que ensuite les Soyouz, même en Russie, ont commencé à faire des leurs avec l'entreprise OneWeb, qui fait de la constellation d'internet par satellite, un peu comme SpaceX et Starlink, disons, qui ont vu... là, c'était le début de la fin pour Dmitry Rogozin, qui commençait à faire du chantage éhonté sur Twitter, disons, qui demandait à ce qu'on lui certifie que OneWeb ne soit pas utilisé d'un point de vue militaire dans un premier temps, et ensuite que le gouvernement britannique se retire des parts de l'entreprise, ce qui est en 2 jours, je crois, il avait laissé un ultimatum de 2 jours, ce qui est très clairement inenvisageable. Et donc la fusée qui était sur son pas de tir a été tout simplement retirée du pas de tir et réemmenée dans son bâtiment d'assemblage final, ce qui était jamais arrivé depuis très très longtemps. Donc des images malheureusement historiques, j'ai envie de dire, et on apprend là petit à petit que c'est l'ensemble des lancements qui étaient censés avoir lieu sous Soyouz non russes qui seront purement et simplement annulés. Donc quand on voyait, je crois que l'an dernier, de tête, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il n'y avait que 5 lancements de Soyouz non habités avec des payloads, donc des satellites russes, ça fait un peu peur pour le petit lanceur qui a maintenant plus de 60 ans. Donc c'est triste, parce que c'est quand même, en tout cas personnellement, une fusée que j'aime énormément, qui a une histoire incroyable. Donc la voir comme ça se faire dézinguer par une administration de l'agence spatiale russe, ça fait peur. Et enfin, dernière nouvelle également, il y en a sûrement d'autres, mais moi je vais sélectionner quelques-unes. Le lanceur américain Atlas V, qui est propulsé via son premier étage par 2 moteurs russes, est également impacté. Alors plus légèrement, on a eu des nouvelles assez encourageante, disons. Les deux moteurs donc des étages principaux RD-180, qui sont d'origine russe, ont tous été réceptionnés pour les derniers lancements d'Atlas V, parce qu'elle va bientôt partir à la retraite, et donc il ne devrait pas avoir de problème d'approvisionnement. Par contre, il n'y aura plus d'ingénieurs russes pour vérifier en amont du vol la bonne fonction, disons, de ces moteurs là. Mais les Américains sont assez confiants du fait de leur expérience, disons, avec le temps, pour s'assurer qu'ils soient en bon état de marche, du fait que la fusée Atlas V soit quand même la fusée actuellement la plus sûre au monde.
Donc bon, voilà, j'ai fait un rapide tour, malheureusement pas très rapide je suppose, des impacts sur les lanceurs internationaux. Disons, il y en a beaucoup d'autres, mais vous voyez par ce petit état des lieux que une guerre en Ukraine, ça peut impacter d'abord les gens qui y sont, bien entendu, on ne dit absolument pas le contraire, c'est la plus grosse catastrophe de toute cette histoire, mais aussi l'industrie spatiale via leurs lanceurs. Vous les gars, qu'est-ce que ça vous évoque un petit peu, Soyouz ou les autres? Ouais, moi, pour rebondir, moi, ça nous montre bien que peu importe les domaines, en fait, aujourd'hui, les pays sont interdépendants les uns des autres, et encore plus dans le domaine du spatial, où on a des grandes puissances comme les États-Unis, comme la Russie, et ben on a aussi plein de pays qui en fait y prennent part, comme l'Ukraine, comme la France, comme beaucoup, beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'en fait, un conflit de cette taille, un conflit majeur qui a mais des impacts immenses et qu'on a encore du mal à quantifier pour ces populations dont, bien sûr, on ne, on ne, on ne baisse pas cette importance. Mais voilà, aussi sur un sujet comme le spatial, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'il se passe des choses. Et c'est important, je pense aussi, de le prendre en compte pour voir les choses dans leur globalité. Voilà. Moi, j'ai pour ajouter une peur que est-ce que ça serait pas, ça sonnerait pas le glas, au moins pour quelques années, des grands programmes spatiaux presque mondiaux, j'ai envie de dire. Ah, parce que l'ISS, on se dit qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y en aurait un autre pour le remplacer? Parce que je crois que c'est quoi, 2028-2030 qui pensait l'arrêter, je me Ouais, souviens on bien. avait évoqué ces dates-là, ouais. Oui. Et donc peut-être même, je me dis, ce serait plutôt finalement les dates 2024 et tout, les dates qui proposaient avant. J'ai peur qu'on revienne sur ce genre de dates. Et aussi, j'ai peur qu'ils ne soient pas remplacés avant longtemps. C'est malheureusement une possibilité. Il y avait des projets, enfin il y a toujours des projets américains, mais ça ne serait pas similaire à l'ISS. Mais vas-y François, excuse-moi. Oui, je voudrais quand même nuancer et ne pas penser que c'est la fin des programmes mondiaux, et ce pour une raison simple, c'est que ça n'existait déjà pas les programmes mondiaux. L'ISS n'acceptait pas les Chinois parce que les Américains n'en voulaient pas. Donc je pense que plutôt que de parler de fin de programmes mondiaux, on devrait plutôt parler de rééquilibrage, en tout cas des alliances ou des coopérations. Les Russes vont peut-être plus partir du côté des Chinois. Et les Américains vont continuer, avec notamment le programme Artemis, à recueillir de nouveaux pays. La Roumanie a rejoint le programme Artemis il y a peu, et un autre État qui m'échappe. Donc on voit qu'on n'est pas dans la fin de ces grands programmes, c'est juste que c'est pas les mêmes pays qui vont dedans. Et pour rebondir peut-être juste sur OneWeb, je trouve que ce qui peut-être explique l'impact très fort sur le spatial de cette guerre, c'est qu'en fait les technologies spatiales, elles ont toujours eu ce double aspect pacifique, mais aussi militaire. Même un pauvre satellite qui permet d'avoir internet, c'est une arme de guerre dès lors que c'est utilisé dans une guerre de communication. Parce que Starlink permet aux Ukrainiens d'avoir accès à internet, ça permet de faire remonter des images qui permettent d'alimenter aussi une guerre de communication. Donc c'est pas non plus anodin et c'est pas non plus absurde en fait d'avoir de telles exigences lorsque l'on est russe et que l'on veut défendre l'intérêt national de son pays. C'est pas pour dire qu'il a raison ou tort sur le plan moral, mais sur le plan stratégique, c'est assez cohérent. Et est-ce que tu vois les États-Unis faire partager leurs connaissances avec les Chinois? Alors qu'on voit les tensions aussi entre ces deux pays augmentent de plus en plus. Moi, je les vois mal partir sur de grands projets en coopération avec la Chine, surtout quand on voit qu'ils font leur propre station spatiale, etc. Je les vois mal s'associer à eux comme ils l'ont fait avec la Russie auparavant. Je j'ai du mal à m'exprimer, mais j'ai pas du tout dit que les Américains allaient vers les Chinois, au contraire. C'est les Russes qui risquent d'aller vers les Chinois et donc d'avoir plutôt ce bloc d'un côté et les Américains avec Artemis qui vont continuer à avoir un bloc plutôt européen, latino-américain, certains pays asiatiques éventuellement. Ok, d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai. Ben, ce qu'on pourrait finir par observer, c'est un retour, en tout cas dans le domaine spatial, des deux blocs, quoi, du bloc de l'Ouest et du bloc de l'Est. Pas si clairement défini, disons, mais l'association russe et chinoise, même si on a l'impression que la Chine se désengage un petit peu des programmes
engagés, disons, avec la Russie sur certains aspects, mais pour autant sans les sanctionner clairement comme les pays occidentaux, en tout cas la plupart. Mais ça pourrait, c'est sûr, redéfinir, disons, les collaborations internationales. Et c'est là, par exemple, que la station spatiale chinoise, qui elle est fonctionnelle et qui ne subsiste que grâce à l'agence spatiale chinoise, aurait un intérêt totalement différent. Donc bon, on y reviendra, je pense, dans d'autres émissions, on aura bien le temps. Ce que je vais faire, si personne ne se manifeste pour rebondir, je vais passer directement la parole à notre cher François qui voulait nous parler cette fois un petit peu en dehors de la crise, en tout cas je suppose, des différentes actions, des dernières actions, disons, de la communauté astronomique. Oui, tout à fait, parce que le spatial, ce n'est pas affaire que de gouvernements et de grands industriels, il y a d'autres acteurs, dont notamment la communauté astronomique internationale. Alors pourquoi j'ai envie de parler d'eux? Bien parce que le 7 février dernier, l'Union astronomique internationale, qui est une association qui regroupe 12 000 astronomes de 90 pays, donc cette Union astronomique internationale, en coopération avec l'Observatoire du Square Kilometer Array, peut, de- qu'on peut nommer SCAO, et avec l'Observatoire européen austral, ces trois instances ont réussi à obtenir l'inscription à l'agenda du COPUOS d'une problématique précise qui est la préservation du ciel contre les pollutions. Pour rappel, le COPUOS, c'est le comité de l'ONU qui s'occupe de l'espace et notamment du droit de l'espace. Donc ce comité à l'ONU a décidé d'étudier la question de la préservation du ciel contre les pollutions à la demande des astronomes. Il l'a étudié en février dernier, il a décidé de réinscrire cette question à son agenda pour l'année prochaine. Donc on peut se demander si là on n'a pas un premier pas peut-être vers une codification de règles pour préserver le ciel contre les pollutions. Quand on parle de pollution, il faut bien comprendre ce que les astronomes visent. Ce sont les pollutions produites par les projets de méga-constellations, c'est même plus des projets d'ailleurs, par les méga-constellations qui sont en train de se développer, comme Starlink, comme OneWeb, etc. Il faut bien comprendre aussi que ce combat, alors non seulement il n'est pas nouveau, puisqu'en fait, dès 2020, la communauté astronomique, elle avait produit deux rapports, SATCOM 1 et Dark and Quiet Skies 1. Et ces deux rapports avaient eu un second volet en 2021, donc déjà une production de ressources et d'informations sur la question. Et enfin, l'Union astronomique internationale toujours, avec le SCAO toujours, ainsi qu'avec un autre laboratoire états-unien qui s'appelle NoirLab. Ces trois instances ont créé le Centre pour la protection du ciel sombre et calme contre les interférences des constellations de satellites. Le nom a l'avantage d'être clair. Et ce centre va commencer à fonctionner le 1er avril prochain. 4 objectifs: coordonner les efforts des astronomes, être un forum pour ces questions pour tous les acteurs concernés, donc des scientifiques, des gouvernements, des industriels, des organisations internationales, produire de l'information et les diffuser, et essayer de trouver des solutions pour trouver un compromis entre les astronomes, qui se plaignent des pollutions induites par ces méga constellations en orbite basse, et les industriels qui veulent, eux, les développer avec les gouvernements. Bon, après, en réalité, on peut se demander si on n'est pas un peu dans un combat de David contre Goliath, parce que ces méga constellations qui sont portées par les grands industriels, elles ne font que de revoir leurs ambitions à la hausse, alors que les astronomes se plaignent déjà des difficultés de continuer à mener des recherches astronomiques depuis la Terre à cause d'elles. Il y en a une quand même, bon, celle qui a été peut-être la plus ambitieuse, disons. Starlink avait revu un petit peu ses ambitions à la baisse par rapport aux chiffres faramineux, disons, qu'avait annoncé Elon Musk avec 42 000 satellites. Dans les cartons, on nous a déjà dit que ça pourrait être moins, du fait notamment du régulateur américain, mais pas que, où ils avaient évoqué de réduire presque de moitié ou d'en enlever 10 000. Enfin, c'était que des on-dit, en tout cas de ce que j'avais vu passer, mais contrairement à OneWeb qui voulait faire toujours plus, et aussi la station, enfin la constellation pardon de Amazon. Je crois que si je me trompe peut-être François, mais je crois que SpaceX et Starlink avaient évoqué le fait de réduire un petit peu la voilure pour contenter justement les astronomes, mais pas que, qui commençaient à se plaindre dès les premiers lancements. Alors, c'est à la fois vrai, sauf que Starlink a l'envie de mener une communication d'apaisement, puisque Starlink avait aussi revu sa technologie pour essayer de diminuer les pollutions. Sauf que le problème, c'est que même avec le peu, entre guillemets, de satellites que l'on a maintenant, c'est déjà un problème et qu'il n'y a pas que Starlink. Il y a beaucoup d'autres méga constellations qui sont en cours de route. Il n'y a pas que les Américains. Les Européens veulent en faire une, les Chinois aussi. Donc, en réalité, on est quand même dans une explosion du nombre de satellites. Pour ces astronomes, à l'horizon 2030, on risque d'être à plus de 100 000 satellites.
qui est 100 fois plus que ce qu'on en avait il y a quoi, 10-20 ans au pif, disons, enfin presque au pif. Donc c'est quand même relativement incroyable, ouais. J'avais une petite relance, mais sur un autre sujet, mais je vais laisser les gars s'exprimer sur cette question éventuellement des constellations et de la pollution du ciel, disons. Oui, c'est vrai que c'est une préoccupation qui devient de plus en plus importante. Et justement, j'avais lu il y a pas longtemps un article sur un journal qui disait que même par rapport à ce qu'a dit François, même les entreprises privées s'intéressaient à cette problématique de pollution spatiale. Et j'ai lu récemment que l'horloger suisse, pardon, Omega, allait apporter sa pierre à l'édifice avec, un partenariat pardon, avec une société américaine pour mieux cartographier les débris qui gravitent dangereusement en orbite autour de la Terre. Donc certes, bien évidemment, c'est un chantier titanesque parce qu'il y a énormément de dossiers, pardon, excusez-moi, il y a énormément de pollution, de débris qui tournent et qui gravitent autour de la Terre. Mais je trouve ça intéressant que des sociétés privées qui ne sont pas forcément spécialisées de base dans le domaine scientifique veulent apporter leur pierre à l'édifice afin de pouvoir améliorer cette grande question qui devient, qui était déjà, mais qui est encore aujourd'hui une problématique très très importante. Ouais, moi je pense que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. On a évoqué dans pas mal d'émissions. C'est un sujet assez préoccupant et ce depuis quand même de nombreuses années dans le milieu du spatial, mais aussi de l'écologie de manière globale. Euh, Moi je trouve ça super intéressant. Mais voilà, je pense qu'encore une fois, c'est pas un sujet dans lequel il faut, j'ai envie de m'empêtrer tout de suite parce qu'on sait qu'après ça peut partir loin. Mais voilà, moi en tout cas, je suis ça de près. J'avais pas les infos que vous avez sorties, tant le partenariat d'Omega, tant ce qu'a développé François. Mais c'est assez satisfaisant justement de voir qu'il y a des avancées comme ça. Donc, ouais, nice fact, franchement. Et donc, petite question un peu plus ouverte, cette action juridique, disons, ne porte que ou spécifiquement sur les méga-constellations et les satellites en orbite. Elle ne porte pas donc sur tout ce qui va être pollution lumineuse d'origine terrestre. C'est uniquement ouais, une question d'orbite basse ou d'orbite terrestre. Alors là, j'avoue que je ne sais pas, je suis pas allé voir dans le détail, ce que vraiment. Mais après, il y a 2 choses, c'est que la préservation du ciel contre les pollutions, ça, c'est ce qui est à l'agenda du COPIOS, c'est peut-être plus ouvert. Par contre, le centre, lui, s'appelle bien Centre pour la protection du ciel, blablabla, contre les interférences des constellations de satellites. Donc la cible est claire, je pense, pour le centre. Ok, non, non, oui, à mon avis, voilà, c'est leur sujet principal et il y a déjà pas mal d'autres actions mises en place pour éviter la pollution lumineuse en tout cas dans certaines régions du monde très appréciées des astronomes. Est-ce D'ailleurs, que oui, tu voulais peut-être... Vas-y, vas-y. pardon, pour rebondir, en fait, c'est que pour approfondir, notre ce qui se passe, c'est que justement les astronomes contre la pollution lumineuse terrestre, ils ont une solution, c'est d'aller dans des endroits où il n'y en a pas de pollution, quitte à justement avoir des zones pour être tranquille. Avec les satellites, justement, cette possibilité d'être dans des endroits reculés, eh bien en fait, elle n'a plus aucun sens, puisque avec ces constellations de satellites, vous ne pouvez plus trouver d'endroit en dehors de toute pollution. Et en fait, c'est ce qui embête énormément l'observatoire du SCAO, puisque lui, il est en train de construire des 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 immenses observatoires en Afrique du Sud et en Australie. C'est des budgets absolument incroyables et les projets sont faramineux et tous ces projets qui ont une dizaine d'années, je crois, à vérifier, bien, en fait, ces projets risquent de tomber littéralement à l'eau si les mégaconstellations se développent. Donc là, on voit que on a un problème de coordination même dans le spatial, où vous allez avoir différents secteurs qui vont chacun avancer, leur pion, sauf qu'il y a une confrontation parce que les intérêts sont littéralement diamétralement opposés. Et ça revient un petit peu sur un sujet qu'on avait déjà évoqué durant la dernière émission, lié au droit spatial et à la manière de l'organiser, disons. Et je pense qu'on, forcément, avec un sujet aussi central et à la fois global sur les activités spatiales, on y reviendra dans de prochaines émissions. Mais pour pas trop s'étendre, je pense que je vais directement passer la main à Tom. Ça fait bizarre de t'appeler comme ça, hein, mais qui nous a préparé un petit sujet sur le lancement du Space Made in France. Dis-nous en plus. Ouais, ça fait vraiment bizarre que tu m'appelles comme ça, mais écoute, je vais m'y faire, ça va aller. Alors oui, écoutez, on a parlé de sujets un peu compliqués et d'autres un peu moins.
Moi, je me suis tourné vers le Space Made in France, le New Space français, qui, mine de rien, fait un peu parler depuis quelque temps, notamment pour les Toulousains qu'il y a parmi nous et qui nous écoutent. Ce 16 février dernier, ce mercredi, toute la zone nord du centre de Toulouse était impraticable et c'était chiant. Pourquoi? Parce que le président de la République française, Emmanuel Macron, était sur place avec différents ministres européens, 27 au total, et des industriels, notamment français, qui étaient dans les environs. Alors l'idée, c'était justement de créer une coopération en vue de faire valoir un petit peu ce spatial européen, de créer un petit peu une alliance européenne en vue de promouvoir nos actions, l'innovation et le développement, toujours bien sûr dans l'idée de, alors pas contrecarrer, mais de rivaliser un petit peu avec ces grandes puissances que sont SpaceX, par exemple, et donc de réunir nous, toutes nos petites entreprises qui sont bien moins grandes pour, on va dire, créer une alliance commune à l'image de l'Union européenne. Et ce New Space français, eh ben, on a différents salons, différents événements depuis quelques années qui, mine de rien, permettent à nos entreprises de se réunir. Et on va retrouver des entreprises comme Anywaves, Unseen Labs, et j'en passe. Je pense que tous autour de la table ce soir, vous pourriez nous en citer une. Et en fait, quand on regarde les chiffres, eh ben, c'est quand même assez intéressant. On est sur pas mal d'entreprises, c'est en pleine augmentation. En termes d'humains, c'est plus de 700 employés qui contribuent justement à ce New Space français. Et on en passe, bien sûr, parce que l'écosystème est large. Mais voilà, ce qui est assez intéressant, c'est justement que l'objectif est de porter une vision transverse sur ce secteur et basée sur une coopération. Je reprends les mots d'un article sur le spatial qui m'avait bien plu. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de promouvoir l'innovation, de partager justement des idées, des technologies, de faciliter des collaborations, et notamment en vue de futures constellations de nanosatellites. Notamment, alors un des sujets phares d'Emmanuel Macron, c'était constellation de satellites pour justement le développement du web et de différentes innovations. Mais voilà, c'est toutes ces petites entreprises du space français. On retrouverait aussi Kineis qui est présent à l'intérieur, Kineis et Venture Orbital System. Enfin, on en a vraiment toute une flopée. Je vous invite à aller voir d'ailleurs, c'est assez intéressant. Mais voilà, ce New Space français, les entreprises d'ailleurs, ces PME, ces startups et autres, n'hésitent pas à le mettre en avant. Ça devient aussi, tant à la française qu'à l'européenne, heu, hyper intéressant et un vrai label, de force pour, ces petites boîtes. Ouais, parce qu'on observe qu'il y a au final une vraie concurrence intra-européenne sur certains sujets. Tu as notamment cité Venture Orbital System qui est donc qui développe des micro-lanceurs, enfin des lanceurs relativement légers disons, et qui on voit popper un peu partout en Allemagne. On en a eu un en Roumanie qui avait un projet un peu plus farfelu, mais voilà, il y en a dans d'autres pays un peu inattendus, et c'est vrai qu'à mon avis c'est important pour le New Space français, comme on le nomme, de se fédérer quoi, pour avoir plus de poids, plus d'assurance face à des clients, et aussi éventuellement se sécuriser en cas d'échec, enfin, ou de début difficile. Et surtout, moi je pense aux lanceurs, parce que je sais très bien que ça peut être un peu fastidieux de créer son premier lanceur. Je souhaite tout le bien du monde aux entreprises françaises et européennes, hein, mais voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre d'événement qui du coup a duré de camp à camp à Toulouse, si tu as l'information, parce que Emmanuel Macron est venu un jour, mais le Space Made in France, c'était quoi les dates si tu les as? Alors les dates, je les ai pas sous les yeux, je t'avoue, et je les ai pas notées. Moi, ce qui m'a surtout, focus, c'était sur le jour J du 16 février, parce que ça m'a bien fait chier, surtout au départ, mais avant, j'avais quand même un peu suivi l'actu. Après, sur le nombre de jours que ça a duré, peut-être qu'un de nos homologues l'aura. Hem Mais juste pour Ça peut vite se rebondir sur trouver ce que tu sinon. oui, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans tout ça, c'est qu'autant il y a, plein de petites entreprises européennes qui sont concurrentes finalement sur des idées et qui là pourraient être amenées à s'entraider. Mais on a aussi plein de petites entreprises, de petites startups qui développent des petites idées, qui travaillent sur des projets moins mis en lumière pour l'instant, mais pour des plus grandes structures comme le CNES, comme l'ESA.
Et en fait, ben, ce type d'alliances qui sont en train de se mettre en place, économiques, technologiques, politiques, sont très intéressantes pour elle, pour développer ses idées, pour la développer auprès du grand public, mais aussi pour les accélérer et c'est ça aussi la conviction de ce projet. Vous les gars, est-ce que vous suivez un petit peu le côté start-up, disons, du spatial français dans le privé, avec des initiatives technologiquement intéressantes et un peu originales pour certaines? Alors, moi, je m'y connais pas trop sur ce sujet. Après, juste pour revenir, ça qui est aussi un petit point intéressant, c'était pas simplement Macron qui était venu à Toulouse, etc. C'était vraiment 20... Il y avait Macron évidemment, mais il y avait aussi des ministres de tous les pays européens. Ça montre bien cette volonté d'avoir une sorte de politique spatiale européenne, bon, qui est déjà présente, mais on voit que ça veut continuer aussi dans ces startups. On sait voilà, que Toulouse, c'est un lieu où il y a beaucoup de startups, que ce soit sur les différents sujets, mais d'autant plus sur Airbus, etc. Donc ça a l'air intéressant en tout cas. Moi, je m'y connais pas trop, donc si vous voulez développer plus dessus. Bah, comme tu le disais, ce qui est étonnant, comme on l'avait évoqué juste avant, c'est qu'il y avait enfin, des ministres de tous les pays européens, alors qu'il y a quand même une guerre assez féroce hein, dans certains milieux. En tout cas, on les voit venir, les concurrents directs de certaines startups françaises, allemandes, italiennes, espagnoles aussi, parce qu'on les cite assez peu dans le milieu spatial, malheureusement. Mais ouais, je sais pas, à mon avis, il y a quand même un sentiment du vieux continent, comme on l'appelle à certains moments, de se fédérer pour pouvoir concurrencer d'éventuels Américains, mais aussi Chinois qui commencent à monter très très fort, et éventuellement les Russes dans un contexte qui est un peu plus tendu, disons, actuellement malheureusement. Est-ce que François ou Thomas, vous voulez réagir ou est-ce qu'on enchaîne? Rapidement, la seule question que je me pose sur la possibilité de programmes européens très forts, c'est celle des accords Artemis. J'y reviens peut-être un peu trop souvent, mais tous les Européens ne sont pas d'accord pour les signer. Et c'est quand même des projets très ambitieux et qui portent aussi une certaine vision du spatial. Le Royaume-Uni et l'Italie l'ont signé, la Roumanie il n'y a pas longtemps. C'est le Bahreïn qui est le dernier à avoir signé cet accord. La France l'a pas signé, par exemple. Donc j'attends de voir dans quelle mesure les Européens seraient capables d'avoir une position commune sur ce traité, sachant qu'il a déjà été signé par une partie de ces pays. Vas-y Thomas, si tu veux. Oui, c'est juste pour revenir par rapport au fait que, pardon, que le fait que de plusieurs entreprises françaises se lancent donc dans cette vaste aventure qui est la conquête spatiale est un bon point, puisque ça montre que, pour moi, d'une certaine manière, c'est une sorte de démocratisation industrielle du spatial. Et donc, au regard de ce que certaines agences nous proposent, on ne peut être on ne peut être que positif et on ne peut qu'accueillir cette nouvelle vague d'acteurs à la conquête de l'espace qu'avec joie. Et je trouve ça bien. Franchement, je trouve que c'est un progrès. Bah, on voit que l'Union européenne commence à comprendre qu'elle prend du retard sur les États-Unis, sur tout le domaine du privé, etc. On le voit depuis quelque temps, mais on réalise qu'ils commencent à comprendre et qu'ils commencent à agir, mais on a du retard, comme bien souvent face aux Américains. Ben, on va enchaîner sur cette note plus positive et encourageante, disons, par un petit interlude culturel, le moment Space Culture comme on aime l'appeler, qui aujourd'hui va nous être présenté par François sur un sujet qui, pour la plupart de l'équipe, est encore complètement inconnu. Je te laisse nous faire la surprise parce que pour certains, je pense qu'ils n'auraient pas pu imaginer ce sujet-là, et je te laisse te présenter ton point Space Culture. Allons-y, alors on change complètement de cieux avec une première petite question rapide. Connaissez-vous Gundam? Alors Gundam, c'est le Star Wars des Japonais. C'est une franchise d'animation qui a été créée en 79. Elle compte une vingtaine de séries différentes, en plus de films d'animation, de jeux vidéo et surtout de maquettes. Et Gundam, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, toutes les séries Gundam, elles se fondent sur une même trame globale, même si les séries peuvent être tout à fait indépendantes les unes des autres. Dans cette trame, l'humanité a désormais construit des colonies dans l'espace. Cependant, malheureusement, une guerre va éclater entre les terriens et les colons. Et une guerre qui est absolument terrible, cataclysmique même, des millions de civils périssent, voire dans certaines séries Gundam, c'est plus de la moitié de l'humanité qui périt. Ce qui est le plus important, c'est que cette guerre, elle est menée
à l'aide d'armures de combat géantes qui font une dizaine de mètres, qui sont commandées par des pilotes qui se trouvent dans un cockpit au niveau du torse de l'armure. L'armure, il faut vraiment imaginer comme une espèce de robot, sauf que c'est piloté. Et ces armures, c'est ce qu'on appelle des mechas. Et parmi elles, les plus développées, c'est ce que l'on appelle des Gundam. Alors, je vous propose un petit générique, c'est le premier de la série Gundam Wing, qui date, elle, de 95 et qui a fait connaître la franchise en Occident. Just one big communication 雨に打たれないから色褪せない熱い想い体中で伝えたいよ tonight 濡れたその肩を温めるように抱いた震えてる指先は何を求めさまようのあなたの眼差し守りたい悲しみ強さに変える愛を信じて Just one big communication 雨に打たれないから色褪せない熱い想い体中で伝えたいよ tonight Alors pourquoi parler de Gundam? Tout d'abord, il faut comprendre que cette franchise, elle occupe une place immense dans la culture japonaise. Et ça depuis sa création en 79. Un petit florilège rapide, vous avez un musée consacré à Gundam, vous avez de nombreuses publicités qui s'appuient sur Gundam, vous avez un homme politique qui a déjà fait une affiche électorale en reprenant les codes de Gundam, et même l'armée japonaise a nommé un ensemble d'équipements Gundam. Dans l'histoire de l'animation japonaise également, Gundam opère un tournant. Dans la grande famille des mechas, qui regroupe à la fois ces armures de combat et les robots, vous aviez tout d'abord une première tradition, c'est celle des super robots, comme Goldorak par exemple, qui avait refait un retour en force il y a peu. Eh bien, les Gundam développent le genre des Real Robots. Désormais, les mechas deviennent réalistes, deviennent des armures de combat, c'est-à-dire qu'il faut les produire, qu'elles peuvent être détruites, qu'elles nécessitent une grosse industrie pour arriver sur le champ de bataille. Enfin, surtout, et c'est le plus important, c'est que Gundam, c'est représentatif d'un aspect de la culture japonaise, c'est le pacifisme. Il faut se remettre dans le contexte. Dans la série Gundam, elle date de 79. Et bien dans les années 70, la droite japonaise nationaliste gagne énormément en influence. Cette droite japonaise, elle est particulière, puisqu'elle nie les crimes de guerre japonais qui ont été faits durant la guerre du Pacifique, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle présente le Japon comme une victime de la Seconde Guerre mondiale, elle réécrit les livres d'histoire pour gommer les crimes japonais, elle honore même des militaires qui ont été condamnés pour crimes de guerre. Proche de cette tendance, on trouve par exemple un créateur qui s'appelle Matsumoto, que vous connaissez certainement puisqu'il a créé deux animés assez connus, Yamato en 74, Yamato Battleship, et surtout Captain Harlock en 77, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Albator. Eh bien, Gundam, c'est une réponse à ces discours. C'est aussi une réponse finalement à Albator. Le créateur de Gundam, qui s'appelle Yoshiyuki Tomino, dans Gundam, lui dénonce la guerre. Il montre qu'elle est brutale, il montre les destructions qu'elle engendre, il voit dans la guerre une folie absurde qui est décidée par des élites, une folie qui détruit les civils aussi bien que les soldats. Et donc c'est contre le climat instauré par les nationalistes japonais que Tomino développe sa série, et dans cette série Gundam, il refuse tout discours militariste. Et ce qui est intéressant, c'est que les séries Gundam, elles continuent à exister encore aujourd'hui, vous en avez toujours de nouvelles. Ce n'est plus Tomino qui est à la manœuvre, ce sont d'autres créateurs, mais le ton de Tomino, ce ton plutôt peut-être pas antimilitariste, mais de dénonciation de la guerre, il a perduré, comme dans Gundam Wing dont on a écouté le générique. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit le succès d'une franchise d'animation sur l'espace et qui porte aussi un discours pacifiste. Et ce succès, il est peut-être pas anodin au pays du soleil levant, puisque, rappelons-nous, le Japon, c'est la quatrième puissance spatiale historiquement à partir de 69. Et c'est aussi un pays qui n'a pas de programme militaire spatial avant les années 90. Et donc vraiment, à travers cette série d'animation qui est tournée vers les étoiles, on voit qu'il est possible d'aborder la culture d'un pays, son histoire, deuxième point, et également d'observer les liens entre ses représentations de l'espace, à travers de la culture populaire, et sa propre culture nationale et historique.
Alors, moi, la question que j'aurais envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que, parmi vous, certains connaissaient Gundam? Alors, franchement, tu vois, le générique, déjà, il donne envie de tout arrêter d'aller mater un épisode parce que ça fait envie. Donc merci pour cette découverte, déjà. Mais Gundam, le Gundam qu'on voit dans le générique, lui, oui, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais une figurine qui lui ressemblait très très fortement, probablement lui. Donc l'image, je pense, est assez populaire du Gundam blanc, bleu et rouge. Après, non. La série, pour ma part, non. Même l'univers, pas tant que ça. Me concernant, je la connaissais de loin, j'ai jamais trop regardé l'animé, mais par contre, comme tu disais Thomas, les produits dérivés ont été de masse dans mon enfance et j'avais vu, d'ailleurs je pense qu'un jour si je vais à Tokyo, malheureusement je vais faire le touriste de base, mais je vais aller voir donc le robot grandeur nature, même animé en partie, qui est à Odaiba si je me trompe pas, je crois, donc qui est un quartier de Tokyo. Mais après j'avoue ne pas m'être trop lancé dans l'animé. J'étais plutôt du côté classique du coup de DBZ, etc. quand j'étais petit, mais ça fait quand même un sacré retour en arrière de voir cet opening qui est quand même d'une grosse qualité. Petite question, l'opening que tu nous as montré là, enfin qu'on a écouté disons, c'est de quelle année? Parce que vraiment les images quand même, c'est impressionnant, hein. 95. 95, ok, bah respect, parce que ça vieillit certes, mais pas tant que ça quand même, hein. Donc voilà, en tout cas moi c'était plutôt produit dérivé encore une fois que l'animé, en tout cas pour Gundam. De mon côté, je ne connais pas du tout l'animé, mais toi, tu l'as très bien présenté, ça m'a donné très envie. Et peut-être j'irai jeter un coup d'œil bientôt. Pour ma part non plus, je connaissais pas. Alors oui, c'est vrai qu'il faut avouer que moi non plus, je suis pas très animé, mais rien que l'opening que j'ai vu, ça me donne envie de regarder et je pense que enfin, la musique m'a de suite donné envie de regarder un épisode pardon, par curiosité. Franchement, je trouve que la musique, là, en tout cas dans l'opening, il y a fait beaucoup et je pense que je vais très rapidement m'intéresser à cette série. Ouais, et puis c'est quand même un peu drôle comme tu l'as dit, le premier mot qui vient à l'esprit le premier mot que tu as évoqué pour qualifier Gundam, c'était le côté aussi pacifiste, ce qui peut pas sauter aux yeux quand on voit un énorme robot de 20 mètres de haut avec des mitrailleuses au bras, disons. Mais c'est vrai qu'en tout cas du peu que j'en connais, c'est le côté robot protecteur, etc. Et vraiment vaincre cette militarisation grandissante par vraiment un côté massif et un peu comme un bouclier contre voilà, justement cette violence militaire, quoi. Mais bon, en tout cas, encore une fois, comme l'a dit Thomas, merci beaucoup pour cette présentation. Je sais pas si tu voulais ajouter un dernier truc. Toi d'ailleurs, on t'a pas posé la question. Je suppose que si tu l'as présenté, c'est que t'as particulièrement suivi, ou en tout cas t'as été touché par cet animé là. Alors, j'avoue que moi, je l'ai découvert par un cousin un peu plus vieux que moi, et je pense que c'est peut-être une question de génération, le fait de connaître ou non, puisque c'est milieu des années 90, date pendant lesquelles le Gundam va un peu se développer en Occident. Mais ça reste très peu développé en Occident par rapport à la popularité immense que ça a au Japon. Et de façon précise, moi, c'est par Gundam Wing et ensuite Gundam Seed que je suis rentré dedans, qui sont 2 des Gundam qui se posent vraiment cette question du pacifisme, avec toute cette ambiguïté d'à la fois, on montre des combats, on montre des mechas se tirant dessus avec des armes toujours plus puissantes. Donc on est content de voir des combats, on est content de voir de la guerre, mais d'un autre côté, c'est au service aussi de réflexions qui sont beaucoup plus intéressantes et c'est ce qui fait vraiment, je pense, la richesse de Gundam. On en a pour son argent, on en a pour, son côté un peu, enfant qui aime les gros canons et aussi pour la réflexion politique que qu'on peut trouver derrière. En tout cas, franchement, c'était très intéressant pour un point culture. On peut y voir beaucoup plus d'aspects du spatial. Merci beaucoup François. On va enchaîner sur une dernière partie plus courte que d'habitude. On souhaitait, en revenant un petit peu sur le contexte actuel qui a été un peu compliqué déjà pour s'informer d'un point de vue global, mais aussi quand on essayait de suivre l'actualité spatiale dans un cadre de guerre, parce que c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment même en Europe. C'est parfois difficile d'avoir des informations vérifiées, vérifiables sur des choses qui vont souvent très vite. Et donc ce soir, on a voulu évoquer avec vous un petit peu la manière dont nous, on s'est informé dans ce contexte-là. Est-ce qu'on a eu des difficultés? Est-ce qu'on a trouvé des sources d'informations fiables?
Donc, dans un premier temps, je vais vous demander rapidement à tous, est-ce que globalement vous avez trouvé, donc depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, qu'il était difficile de suivre l'actualité spatiale avec des sources vraiment auxquelles vous aviez confiance ou auxquelles vous pouviez vous référer? Pour ma part, c'était plus dur d'aller chercher certaines infos sur certains sujets, on va dire, plus obscurs à l'actualité chaude, parce que forcément, ce qui se passe en ce moment dans le contexte international prend beaucoup de place dans l'actualité, sur les réseaux, sur Internet. Donc, il y a des petits sujets qui peuvent un peu être oubliés, ne pas être écrits ou être mis un peu de côté. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Par contre, si on commence à se référer enfin pour ma part en tout cas, au spatial touché par l'Ukrainien, là, c'est l'effet inverse, c'est qu'on a beaucoup d'éléments. Et là, c'est le jeu de trouver, tirer le vrai du faux, filtrer l'information. Et pour répondre à la question, moi perso, j'ai beaucoup suivi par Twitter, pour le coup. Twitter parce que c'est l'instantanéité de l'information, c'est assez pratique. Moi, j'ai deux trois pages que j'aime bien suivre qui sont assez sympas. Et après, c'est toujours le recoupement, c'est-à-dire on chope une info, essayer d'aller la vérifier sur un autre compte, essayer d'aller la vérifier sur une autre plateforme. Mais c'est ce petit jeu-là aussi qui marche assez bien euh, et qui m'a un peu aidé là-dessus, quoi. Pour d'autres, comment vous l'avez ressenti avant de passer éventuellement à quelques petites recommandations, disons, comment vous avez vécu ce début de crise humanitaire et militaire et diplomatique, mais d'un côté information spatiale, disons? Moi, c'est plutôt dans le sens où, avec tout ce qui se passait en Ukraine, j'étais beaucoup plus focalisé sur ça que sur le spatial, en fait. C'est c'est surtout ça, c'est que mon temps d'attention, il s'est détourné de ce genre de sujet pour, des sujets, on va dire, plus, sur la guerre et bon, malheureusement, quoi. C'est un ressenti partagé par d'autres, peut-être Thomas, ouais? Oui, exactement, je rejoins un peu Hugo. C'est vrai que quand, on a appris que la guerre en Ukraine, malheureusement arrivait, c'est vrai que j'étais plus captivé par ce qui se passait, réellement en Ukraine et pas ce qui pouvait en découler après. Et c'est vrai que je suis tombé par hasard sur un article après sur internet qui parlait du coup de, comme je l'ai évoqué dans ma chronique tout à l'heure, qui parlait, que du fait que cette guerre en Ukraine allait mettre en péril, voire mettre en parenthèse plutôt, soyons pas trop pessimistes, et mettre entre parenthèses beaucoup de programmes spatiaux. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé plus en détail sur les diverses difficultés que ça allait aller procurer. Avec peut-être, de mon côté, une double difficulté, c'est que en contexte de guerre, il est difficile de s'informer. Beaucoup de médias, en fait, ont pas le temps de prendre du recul sur l'information qu'ils donnent, voire ont parfois des biais dans la façon de présenter l'information ou des angles d'analyse discutables. Alors, en plus, quand on rajoute le spatial, qui est déjà un domaine assez particulier, assez précis, assez complexe, et qu'il est traité par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, et qui en plus sont dans l'urgence de la guerre, du conflit, avec des angles d'analyse déjà un petit peu difficiles, c'est pas évident, je pense, d'avoir une information vraiment intéressante sur le spatial quand on n'a pas les bonnes sources, quand on sait pas où aller chercher l'information. Et justement, tu m'offres une transition parfaite. D'un point de vue plus global, comment vous vous informez du spatial? Et si vous aviez une ou deux références à donner, en expliquant un petit peu pourquoi et quels sont les contenus, disons, mis en avant, sur quoi vous vous basez, vous, quand vous voulez vous renseigner sur le spatial? On va peut-être commencer par exemple par Tom, en l'occurrence. Toi, tu passes par quoi si tu as des recommandations à faire? Alors, moi, souvent, et là, c'est aussi pour Odyssée, mais aussi pour les articles Horizon. On va dire une des premières bases de recherche que je fais, c'est déjà les actus de la NASA. Sont souvent assez intéressantes. Le petit décalage horaire fait aussi que sur les réseaux, on peut rattraper un peu de ce qui s'est passé pendant la nuit ou autre. Moi, j'aime bien aussi aller chercher sur Futura Science. Futura Science qui rédige pour le coup des articles que je trouve complets, assez riches et bien documentés pour une grande majorité de ce que j'ai lu. Euh, non pas que j'ai à y redire, mais parce que je n'ai pas tout lu. Et il y a le CNES aussi, parce que mine de rien, ils font quand même des articles de bonne qualité, tout ça. Après, il y a
un biais, enfin moi j'y trouve parfois un biais, j'aime bien recouper par d'autres choses, mais voilà, on va dire que c'est mes premiers points d'accroche quand je me lance sur un sujet. Et après, une base que je trouve assez intéressante, en fait, finalement, c'est de tout bêtement taper l'intitulé de mon actualité, l'intitulé du sujet sur Google, d'aller dans l'actu, de voir la flopée d'articles qui s'y proposent. Et en fait, ce qui permet, en les lisant assez rapidement en diagonale, de pouvoir un peu voir les informations qui ressortent en gros le plus, celles qui semblent les plus loufoques ou autres. Et c'est parfois même assez intéressant de voir ce qui pop avec. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Pas mal d'agences spatiales qui restent, c'est vrai, dans la majorité des cas, en tout cas, des bonnes sources d'informations. Pour enchaîner, tiens, prenons le second Thomas, qu'on a appelé Thomas ce soir. Toi, tu as des recommandations à faire? Je vais suivre un petit peu les recommandations qui ont été faites. Donc c'est vrai que je suis sur les réseaux de la NASA, l'ESA bien sûr. Je suis également le CNES. Après, j'avais sur mon fil d'actualité Twitter, il me semble que je suis aussi l'agence spatiale canadienne, donc qui s'appelle ASC, CSA. Ça, c'est vraiment en complément. Mais sinon, après, à part celle-ci, je n'ai pas de recommandations particulières. C'est vrai que je me base vraiment sur les, euh, sur les agences spatiales. Et après, je complète avec des articles que je peux retrouver dans des revues spécialisées telles que Futura Science l'a évoqué. Mais après, pas forcément sur de la presse vraiment scientifique, enfin, dans des revues scientifiques à proprement parler, mais dans des rubriques qu'on peut retrouver dans de la presse généralisée telle que Le Monde, par exemple. Ok, donc plutôt presse écrite généraliste aussi, quoi. Ok, par exemple, Hugo, toi qui te qualifies plus comme un néophyte, même si tu l'es pas complètement, toi tu suis ça par également les médias généralistes ou tu as des petites sources d'informations différentes à des moments sur différents canaux, ça peut être par exemple du YouTube aussi ou d'autres réseaux sociaux numériques? Oui, non, les médias généralistes de base, voilà, sur les réseaux, les choses comme ça, comme, précédemment, comme déjà indiqué, Futura Science aussi. Il y en a d'autres, hein, des médias spécialisés. Après, voilà, sur YouTube, beaucoup en anglais. Ça, c'est différent de temps en temps. J'ai pas vraiment une recommandation à dire comme ça, mais sur YouTube, il y a beaucoup de en anglais surtout, voilà. Il y a beaucoup de chaînes, américaines et qui font du contenu intéressant avec, voilà, une grosse communauté et donc, bon, même si je m'y connais pas trop, quand on voit que ça a des millions d'abonnés et cetera, on voit le taf et cetera qui est fait derrière, ça donne confiance. Ok, et François, toi, quels sont tes canaux d'information plus généralement, hein, pas que sur la crise, mais sur le domaine spatial et ses actualités? Alors, c'est des canaux qui sont peut-être beaucoup plus lents, je pense, que ce que vous suivez. En suivant les réseaux sociaux, vous avez une actualité en flux tendu. Moi, j'avoue avoir une consommation de l'actualité plus lente. Par conséquent, ce vers quoi moi je me renseigne, bon, il y a la newsletter de Space News. Alors voilà, je suis une newsletter, donc rien que ça, j'ai conscience d'être un peu vieux. Et également, sinon, c'est pas forcément un suivi de l'actualité, proche, mais moi je conseillerais d'aller regarder du côté des instituts de recherche, notamment la Fondation pour la recherche stratégique, qui est dirigée par Xavier Pascaud, qui est un politiste français du spatial, qui voilà, propose ou bien des analyses un peu plus approfondies ou bien des choses plus courtes, mais voilà, qui passent par le canot de chercheurs ou également l'Institut français des relations internationales, qui propose lui aussi ou bien des recherches plus approfondies ou bien des espèces de billets qui n'ont pas une, régularité dans la publication, mais qui arrivent de temps en temps et puis avec l'actualité que nous connaissons, qui ont peut-être une fréquence de publication un petit peu plus intense que d'habitude. Ok, donc de l'actualité un peu plus froide dans l'ensemble, hein, mais qui du coup contraste avec ce qu'on avait pu évoquer avant. Me concernant, je suis pas mal aussi l'actualité via Twitter, via YouTube aussi. Bah, il y a une grosse chaîne française dont j'avais pas pensé parler, mais qui est quand même très intéressante, qui s'appelle Hugo Lisoire, du prénom d'un des participants, qui est vraiment bien sourcé et qui est accessible à beaucoup, je pense. Mais moi, je m'étais noté un journaliste de presse écrite qui s'appelle Eric Bootlander. J'espère ne pas écorcher son nom de famille. Donc, c'est Bottlaender. Et qui fait vraiment des articles
hyper intéressant, très fourni, et il a un rythme de publication que je comprends pas. Pour écrire parfois des articles sur cette actualité-là, je comprends absolument pas comment il fait, mais vraiment très bon, publié dans Air et Cosmos notamment, Clubic aussi, et qui a aussi écrit un livre sur la conquête spatiale, disons. Et vraiment ce garçon, qui est relativement jeune du peu que je le connais, est également sur Twitter et nous permet de suivre l'actualité en relayant des brèves et des dépêches qui, je pense, sont vraiment bien sourcées. Donc c'est pour moi un vrai bon point d'information spatiale. Et à côté de ça, format plus YouTube, mais également présent sur Twitter et sur Twitch, la plateforme des jeunes, c'est un gars qui est plus mystérieux, en l'occurrence, le nom de sa chaîne, c'est Technique Spatiale au pluriel, et on sait pas grand chose de lui, à part qu'il s'appelle Grégory, qu'il est ingénieur dans le domaine spatial et qu'il bosse pour on sait pas trop qui, on présume peut-être le CNES ou d'autres entreprises, mais il a vraiment du contenu extrêmement intéressant, parfois très pointu, mais pour autant tu te laisses happer par des vidéos de 45 minutes qui te parlent de pourquoi les flammes des moteurs fusées sont de telle couleur ou de telle couleur, et je trouve son contenu incroyable. Et en plus de ça, sur Twitter, il est quand même aussi actif pour suivre et décrypter un petit peu l'actualité chaude, pour ne pas se laisser piéger par éventuellement des titres racoleurs ou des informations non sourcées. Donc c'est vraiment ces deux-là, Eric Botlander et Technique Spatiale, que j'ai vraiment envie de recommander, parce qu'ils n'ont pas forcément une visibilité à la hauteur du travail qu'ils fournissent, j'ai envie de dire. Donc voilà, mes petites recommandations. On va toucher à la fin de l'émission, qui aurait été plus longue que ce qu'on avait imaginé, mais forcément on a toujours des choses à dire, d'autant plus à 5. Écoutez, je vous remercie grandement, les gars, tous, d'avoir participé. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis toujours aussi heureux de partager ce moment autour de l'actualité spatiale, et même plutôt plus largement scientifique avec vous, sur les ondes de Good Morning Toulouse. Et puis je vous laisse un petit mot de la fin à chacun si vous le souhaitez, et on pourra conclure. Merci de m'avoir accueilli pour cette émission, c'était un plaisir. Avec grand plaisir, Hugo. Merci beaucoup, Simon, de m'avoir aussi donné l'opportunité de participer à cette émission. Et j'ai tout simplement hâte de continuer l'aventure avec Odyssée. Et voilà. Merci beaucoup encore de l'opportunité, et à très vite. Peut-être une autre émission aussi. Oui, voilà, on ne spoilera rien, mais vous retrouverez sûrement ces voix prochainement sur GMT. Voilà. Je vous laisse, les gars, François et Tom, continuer si vous le souhaitez. Merci à tous pour l'émission, et merci aussi pour tous les conseils de lecture pour suivre l'actualité chaude. Merci à tous pour votre participation, pour cette super émission, et puis au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à nos auditeurs de nous suivre. Et surtout, comme toujours, il fallait le placer, mais il n'y a pas que l'actualité, bien sûr, il y a aussi de vastes sujets sur le spatial qui vous sont aussi accessibles sur horizon.actu. Voilà, c'est tout pour moi, des bisous. Le meilleur pour faire la promotion d'une page Instagram qui vous propose également des articles sur l'actualité spatiale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez à écouter des podcasts, de la musique et peut-être des informations sur d'autres sports mécaniques. Mais on s'arrête là. On verra par la suite sur les prochaines émissions sur Good Morning Toulouse. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, et on se retrouve très bientôt.